Le jour de mon anniversaire, j'ai reçu une vidéo de ma femme au lit avec son premier amour. Ma fille l'enlaçait en disant qu'elle aurait voulu qu'il soit son père, alors j'ai demandé le divorce et je les ai rayés toutes les deux de ma vie. Je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans et je suis ingénieur civil spécialisé dans les ouvrages d'art. Je construis des ponts pour gagner ma vie. Le genre de pont qui voit passer des milliers de personnes chaque jour, le genre d'édifices qui doivent tenir bon sous une pression monumentale. Je pensais avoir bâti une vie tout aussi solide, 13 ans de mariage avec Élodie, une fille de 12 ans nommée Léa, une maison en banlieue lyonnaise avec un garage double et un prêt immobilier sur 20 ans. Nous étions une famille modèle, du moins en apparence. Il s'avère que je ne connaissais rien aux fondations. C'était mon anniversaire, rien de grandiose n'était prévu. Élodie avait dit qu'elle cuisinerait, Léa avait promis de rester à table au lieu de s'enfermer dans sa chambre, de petite victoire, je suppose. Je quittais le chantier plus tôt, j'achetais une bonne bouteille de Gros Hermitage sur le chemin, en me disant que j'avais survécu à une année de plus en faisant semblant de maîtriser ma vie. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Un numéro inconnu, un SMS avec un lien vidéo. J'ai failli le supprimer, pensant à un spam, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. La vidéo s'est chargée. J'ai reconnu ma chambre immédiatement, la couette en lin gris qu'Élodie avait choisie l'an dernier, les coussins décoratifs ridicules que je poussais toujours par terre. L'angle de vue venait de la commode, comme si quelqu'un y avait calé son téléphone. Puis je l'ai vue, Élodie, dans notre lit avec un homme que je ne reconnaissais pas. J'aurais dû m'arrêter là, j'aurais dû jeter le téléphone par la fenêtre, mais j'étais pétrifié. La vidéo continuait. Ils avaient fini, les draps étaient défaits, son bras à lui autour d'elle. Ils reprenaient leur souffle. Elle souriait, mais pas de ce sourire fatigué qu'elle me réservait, c'était un vrai sourire. La porte de la chambre s'est ouverte et Léa est entrée. Ma fille de 12 ans est entrée dans cette pièce comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle n'avait pas l'air choquée ni confuse, elle avait l'air heureuse. Elle s'est approchée du lit et l'a serré dans ses bras. Cet inconnu, cet homme dans mon lit avec ma femme. Léa a passé ses bras autour de son cou et il a embrassé son front comme s'il l'avait fait 1000 fois. Puis elle a dit ces mots, « J'aimerais que ce soit toi, mon papa ». Cet mot, c'est tout ce qu'il a fallu. L'homme, peu importe qui il était, lui a souri en lui caressant les cheveux. Élodie n'a pas repoussé Léa, elle ne lui a pas dit que c'était inapproprié, elle est restée assise là, remontant les draps contre sa poitrine en les regardant comme s'il tournait une scène de film romantique. La vidéo s'est terminée. Je suis resté planté au feu vert alors que les voitures klaxonnaient derrière moi. Je l'ai regardé encore, et encore, cherchant un sens, une explication, une blague, n'importe quoi. Mais il n'y en avait pas. Ce n'était pas nouveau, ce n'était pas une erreur d'un soir. Ma fille connaissait cet homme. Ma fille était assez à l'aise pour entrer dans une chambre juste après qu'il ait couché avec ma femme. Ma fille souhaitait qu'il soit son père. Depuis combien de temps? Combien de fois Léa était-elle allée chez lui? Combien de fois Élodie m'avait-elle dit qu'elles étaient chez sa mère, chez une amie, ou à son entraînement de handball alors qu'elle jouait à la petite famille avec ce type? Depuis combien de temps étais-je l'idiot de service? Je suis rentré chez moi en mode automatique. Je me suis garé dans l'allée à 18h06. Les lumières étaient allumées. À travers la fenêtre de la cuisine, je voyais Élodie dresser la table. Léa riait de quelque chose, son téléphone à la main. Ma famille, ma femme et ma fille, s'apprêtant à chanter « Joyeux anniversaire » à l'homme qu'elles avaient déjà remplacé. Je n'ai pas franchi le seuil. Je suis resté dans ma voiture, moteur coupé, à les observer à travers la vitre. Élodie a appelé Léa pour l'aider. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une aisance familière. Elle semblait heureuse. Elles avaient l'air d'attendre quelqu'un, mais ce n'était pas moi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces conflictuels. Ça a sonné 2 fois. J'ai besoin d'un avocat pour un divorce, ai-je dit. Ce soir. Maître Lefebvre m'a reçu à son cabinet à 23h. Il approchait de la soixantaine, avait l'air d'avoir dormi dans son costume et portait sur son visage les traces de toutes les laideurs humaines qu'il avait côtoyées. Quand je suis entré, il n'a pas présenté de condoléances, il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il a simplement désigné une chaise et a dit « Montrez-moi ce que vous avez ». Je lui ai tendu mon téléphone. Il a regardé la vidéo 2 fois, a pris des notes sans broncher. « C'est récent ?» a-t-il demandé. « Aujourd'hui. »
Quelqu'un me l'a envoyé anonymement. Vous savez qui il est? Aucune idée. Lefebvre a zoomé sur le visage de l'homme et a pris une capture d'écran. On va trouver. C'est suffisant pour un divorce pour faute. L'adultère reste un motif sérieux, cela rend les choses plus claires. Il parlait comme si nous discutions d'un chantier de BTP. Je veux tout, ai-je dit. La maison, les comptes. Je veux qu'elle reparte avec rien. Et la fille? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le visage de Léa a défilé dans ma tête, la façon dont elle l'avait regardé, ses mots. Elle a 12 ans, a dit Lefebvre. À cet âge, les juges prennent en compte l'avis de l'enfant, mais vu les circonstances aliénation parentale, exposition de l'enfant à une liaison on peut plaider pour la garde exclusive. Combien de temps ça prendra? Si elle se bat, 6 mois à 1 an. Si elle est intelligente, elle signera vite. J'ai quitté son bureau à minuit avec une convention d'honoraires et un plan. Première étape, découvrir qui était ce type. Ça m'a pris moins de 24 heures. Il s'appelait Julien Sinclair, 39 ans, propriétaire d'une concession de voitures d'occasion à l'autre bout de la ville. Le premier amour d'Élodie au lycée. J'ai trouvé son profil Facebook et j'ai vu des photos d'une réunion d'anciens élèves il y a 6 mois. Élodie était sur 3 d'entre elles, trop proche, souriant trop largement. 6 mois. Il faisait ça depuis 6 mois. J'ai engagé un détective privé recommandé par Lefebvre. Ça m'a coûté 2000 €, mais j'avais besoin de tout, relevés bancaires, journaux d'appel, factures d'hôtel. Le jeudi, j'avais tout en main. Élodie retirait de l'argent liquide tous les vendredis, de petites sommes, 200 par-ci, 3 cents par-là, assez pour passer sous mon radar mais assez pour payer des chambres d'hôtel. Le détective l'avait suivi dans un petit hôtel près de la 6. Elle y était allée 11 fois en 4 mois. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'était Léa. Élodie l'emmenait chez Julien les week-ends. Je pensais qu'elles étaient chez ma belle-mère pour l'aider au jardin. Des mensonges. Le détective avait des photos de Léa descendant de la voiture d'Élodie devant chez Julien, de Léa assise sur sa terrasse mangeant une glace, de Léa et Julien jouant au ballon dans le jardin. Ma fille l'appelait « Tonton Julien ». J'ai fixé ces photos pendant 1 heure. Léa avait l'air à sa place, comme si elle y allait depuis assez longtemps pour que ce soit normal. Élodie n'avait pas seulement trompé son mari, elle préparait mon remplaçant, m'effaçant lentement, laissant Léa s'attacher à lui pour que, le jour où elle aurait le courage de partir, Léa soit déjà habituée à l'idée. Sauf que je n'allais pas lui en laisser l'occasion. Le vendredi après-midi, pendant qu'Élodie était au travail et Léa au collège, j'ai fait changer les serrures. J'ai payé un serrurier en espèces pour une intervention immédiate. Ensuite, je suis allé à la banque et j'ai bloqué nos comptes joints. Rien d'illégal, mon nom y figurait aussi. Lefebvre a déposé la demande de divorce l'après-midi même. J'ai fait signifier les papiers à Élodie à son école, remis en main propre par un huissier pendant sa pause déjeuner. Humiliation maximale. Puis j'ai imprimé une copie et je l'ai scotché sur la porte d'entrée. Je n'ai pas dormi là-bas. J'avais pris ce dont j'avais besoin plus tôt, vêtements, documents, ordinateur. Le reste pouvait brûler. Je me suis installé dans un appart-hôtel et j'ai attendu. Mon téléphone est resté silencieux pendant 20 minutes, puis il a sonné. Le numéro d'Élodie. Je n'ai pas répondu. 3 autres appels, 2 messages vocaux, une série de SMS commençant par « C'est quoi ce bordel ?» et finissant par « Réponds-moi ». J'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert une bière. À 19h30, je suis retourné près de la maison, garé de l'autre côté de la rue. La voiture d'Élodie est arrivée à 19h52. Léa était côté passager. Élodie est sortie, a essayé sa clé, en vain. Elle a vu les papiers sur la porte, les a arrachés et a lu la première page. Son visage est devenu livide. Léa est sortie de la voiture, a posé une question que je n'ai pas entendue. Élodie s'est retournée et a hurlé quelque chose contre elle. Léa a reculé. Élodie a sorti son téléphone et a composé mon numéro. J'ai vu mon écran s'allumer sur le siège passager. Je n'ai pas répondu. Elle m'a trouvé le dimanche matin. J'étais resté à l'appart-hôtel pendant 2 jours, ignorant 47 appels. Lefebvre m'avait dit de ne pas engager la discussion, de la laisser paniquer. Mais Élodie était persistante. On a frappé à la porte à 9h, 3 coups secs. J'ai ouvert. Élodie était là avec Léa juste derrière elle.
Elle semblait avoir passé un week-end atroce. Tant mieux. On doit parler, a dit Élodie. Non, ai-je répondu en commençant à fermer la porte. Léa est intervenue, papa, s'il te plaît. Je me suis arrêté. J'ai regardé ma fille. Elle fuyait mon regard. 5 minutes, ai-je dit. Elles sont entrées. Élodie s'est assise sur le bord du lit, Léa est restée près de la porte, les bras croisés, tout son corps criant qu'elle ne voulait pas être là. C'est de la folie, a commencé Élodie. Tu ne peux pas nous enfermer dehors. C'est ma maison, mon nom est sur l'acte. On doit parler comme des adultes. Les adultes ne couchent pas avec leur ex du lycée dans le lit conjugal. Léa a tressailli. Élodie est restée bouche bée. Ce n'est pas ce que tu crois, Julien et moi, on est juste amis. On s'est revus à la réunion et... Stop. J'ai sorti mon téléphone, lancé la vidéo. Le visage d'Élodie s'est vidé de son sang en entendant sa propre voix. J'ai ça, j'ai les SMS, les factures d'hôtel, les relevés bancaires qui montrent que tu as vidé nos comptes pour tes petits week-ends. Je sais pour les 11 fois où tu as emmené Léa chez lui en me disant que vous étiez chez ta mère. Élodie avait l'air d'aller vomir. Tu as piraté mon téléphone. Pas besoin, tu as utilisé le compte joint pour l'hôtel. Elle s'est levée, tentant la carte du désespoir. Tu fais du mal à Léa. Elle a besoin de son père. Répète-moi ce que tu as dit dans la vidéo, ai-je dit à Léa. Léa regardait le sol. Regarde-moi et dis-moi que tu n'as pas dit que tu voulais que Julien soit ton père. Elle a fini par croiser mon regard, et je n'y ai vu ni honte ni regret, mais de la défiance. Je le pensais, a-t-elle dit. Il est plus gentil que toi. Il m'écoute, lui. Il ne passe pas tout son temps au travail à nous ignorer. C'était là, le scénario qu'Élodie lui avait servi, la pauvre Léa délaissée, coincée avec un père qui subvenait à tout mais n'était jamais présent. Peu importait que chaque week-end je lui propose une activité et qu'elle ait déjà des plans. Peu importait qu'à chaque dîner, elle soit scotchée à son téléphone. D'accord, ai-je dit calmement. Élodie a cru voir une ouverture. On peut arranger ça, on peut aller voir un conseiller. J'ai lancé un autre fichier, un enregistrement audio. C'était la voix d'Élodie, je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Léa mérite une vraie famille, un père qui veut être là. Puis la voix de Julien, alors quitte-le. Emménage avec moi. On gérera pour la garde. Élodie a bredouillé, j'essaie, j'ai juste besoin de temps pour tout organiser, je ne veux pas perdre la maison. L'enregistrement s'est arrêté. Ça date d'il y a 3 semaines, ai-je dit. Tu m'as appelé par erreur depuis chez lui, une conversation de 22 minutes sur votre stratégie de sortie tout en t'assurant de me dépouiller au maximum. La défiance de Léa s'est un peu fissurée. Tu m'utilisais pour ta sécurité financière tout en entraînant ma fille à me remplacer. Alors voilà ce qui va se passer, tu voulais Julien, il est à toi. Tu voulais partir? Tu pars. Mais tu ne vas pas réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant. J'ai montré à Élodie l'email que j'avais envoyé le matin même à l'inspecteur d'académie. Objet, violation de l'obligation de réserve et d'éthique. Élodie est. J'avais joint la vidéo et les factures d'hôtel. Ton contrat d'enseignante comporte des clauses de moralité. Une conduite indigne d'un éducateur, surtout impliquant l'exposition d'une mineure à un adultère. Élodie a voulu attraper l'ordinateur, je l'ai retiré. Je l'ai aussi envoyé à tes parents. Son visage est devenu blanc comme un linge. Ses parents, des catholiques traditionnels du sud de la France, le genre de personnes pour qui la honte publique est une justice divine. Et j'ai posté un récit factuel sur Facebook, sans nom, juste les faits et les preuves, pour le jour où tu essaieras de jouer la victime auprès de nos amis. Le téléphone d'Élodie a commencé à vibrer sans s'arrêter. Le nom de sa mère s'est affiché. Léa s'est mise à pleurer. Je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Tu le voulais? Maintenant, il n'y a plus que lui. Élodie a essayé de parler, mais les messages affluaient. Elle a pris la main de Léa et est sortie. J'ai fermé la porte, je me suis assis sur le lit, et pour la première fois en 3 jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le conseil de discipline a eu lieu un mercredi. Lefebvre a reçu un appel de l'avocat d'Élodie hurlant au harcèlement. Lefebvre l'a mis sur haut-parleur, ma cliente a envoyé des preuves qu'une enseignante violait son contrat de travail. Si elle veut plaider qu'elle n'a pas commis de faute lourde devant un tribunal, nous sommes prêts.
L'avocat a raccroché. Élodie a été suspendue, puis sa révocation est devenue définitive. L'éducation nationale ne voulait pas d'un tel scandale. Élodie a perdu son emploi. Ses parents ont été encore plus radicaux. Sa mère est venue me voir à l'appart-hôtel le jeudi. À 73 ans, elle a fait 40 minutes de route pour me dire qu'elle avait élevé Élodie mieux que ça, qu'elle avait honte et qu'Élodie n'était plus la bienvenue au repas du dimanche tant qu'elle ne ferait pas amende honorable. Je ne lui avais rien demandé, j'avais juste envoyé les preuves. Ils ont fait leur choix. Julien, lui, a disparu comme de la fumée. Le détective a filmé Élodie se présentant à sa concession le samedi, le suppliant de lui parler. Il l'a raccompagnée à sa voiture en levant les mains comme si c'était une folle. 30 secondes de conversation, puis il est retourné à l'intérieur. Il a arrêté de répondre à ses appels après ça. Il s'avère que Julien n'avait pas signé pour une mère célibataire au chômage et criblée de dettes. Il avait signé pour le fantasme, les rendez-vous secrets à l'hôtel. Dès que c'est devenu réel et compliqué, il s'est éclipsé. Élodie a engagé un avocat avec de l'argent qu'elle n'avait pas, réclamant une prestation compensatoire, prétextant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour élever notre fille. Sauf qu'elle avait travaillé pendant tout le mariage et qu'elle avait été licenciée pour faute. Le procès a été fixé à la mi-novembre. En attendant, j'ai fait ce que je fais toujours quand les choses se cassent, j'ai travaillé. Je me suis jeté à corps perdu dans un projet de pont dans l'Isère. Mon patron a remarqué mon investissement et m'a promu directeur de projet avec une augmentation de 15%. Je me suis inscrit à la salle de sport, j'ai repris la course à pied. J'ai vu un thérapeute 2 fois par semaine qui ne m'a pas parlé de pardon, mais m'a aidé à canaliser ma colère pour qu'elle ne me dévore pas. J'ai repris contact avec des amis de fac qu'Élodie n'aimait pas. Ils étaient toujours là, prêts à boire une bière sans poser trop de questions. Je me reconstruisais. Élodie s'effondrait. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence qui sentait le café froid et les promesses brisées. Élodie avait l'air épuisée, les cheveux attachés, pas de maquillage. Son avocat a exposé ses demandes, elle voulait la maison et la garde alternée de Léa. Lefebvre a ri. Votre cliente a commis un adultère, y a exposé l'enfant, a perdu son travail pour faute morale et a aliéné l'enfant contre son père. Elle n'aura pas la maison. Nous offrons 10% des actifs liquides, et elle devrait remercier le ciel pour ça. Quand l'avocat a voulu protester, Lefebvre a posé la clé USB sur la table. Voulez-vous que le juge regarde ça? Parce que s'il le fait, elle n'aura rien du tout. Le silence s'est installé. Élodie s'est mise à pleurer. Après une concertation, ils ont accepté, je gardais la maison, les comptes retraite, les voitures. Élodie recevait un petit capital pour se loger. Et pour la garde, l'arrangement standard. Lefebvre me disait que c'était une victoire, qu'on l'avait écrasée. Mais son avocat a ajouté, le juge demandera l'avis de Léa. À 12 ans, elle est en âge d'être entendue. Je savais déjà ce que Léa dirait. Elle avait fait son choix il y a des mois, chaque fois qu'elle allait chez Julien, chaque fois qu'elle me regardait comme si j'étais le problème. J'ai fixé les papiers du divorce. Je veux ajouter une clause, ai-je dit. Lefebvre a levé les yeux. Quoi? Je renonce à mon droit de garde. Un silence de mort a envahi la pièce. Vous voulez quoi? A demandé l'avocat d'en face. Je renonce à mes droits parentaux. Élodie aura la garde exclusive. Je paierai la pension alimentaire prévue par la loi, mais je ne veux aucun droit de visite. Pas de week-end, pas de vacances, rien. Lefebvre m'a pris le bras et m'a emmené dans le couloir. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu abandonnes ta fille. Ce n'est plus ma fille, maître. Elle a 12 ans, elle a fait son choix. Je ne vais pas passer les 6 prochaines années à forcer une relation avec quelqu'un qui ne veut pas de moi dans sa vie. Je ne vais pas venir la chercher un week-end sur 2 pour la voir compter les heures avant de repartir. C'est fini. Le juge demandera pourquoi, et je lui dirai. Je lui dirai que ma fille a participé à la trahison de sa mère, qu'on lui a appris à préférer un autre homme, et que je ne suis pas intéressé par une garde partagée avec une enfant à qui on a appris à me haïr. Lefebvre s'est frotté le visage. C'est définitif, tu comprends? Tu ne pourras pas changer d'avis dans un an. Tant mieux. Nous sommes retournés à l'intérieur. J'ai signé. Élodie me regardait comme si elle ne me reconnaissait pas, tu abandonnes Léa? Tu voulais que je disparaisse, maintenant je disparais pour de bon. C'est ta fille, après tout.
Elle voulait que Julien soit son père, alors laisse-le l'être. Oh, attends. Il t'a déjà largué, n'est-ce pas? Le visage d'Élodie s'est décomposé. Nous avons signé. Je suis sorti de cette pièce plus pauvre de 50 000 €, mais totalement libre. 2 ans plus tard, j'ai reçu un email. J'habitais une autre ville désormais, j'avais pris un poste à 3 heures de là. Nouveau départ, nouveau bureau. J'avais été promu 2 fois. L'email est arrivé un mardi. Objet, papa, s'il te plaît, lis ça, envoyé depuis l'adresse du collège de Léa. Je l'ai fixé pendant 1 minute, puis je l'ai supprimé sans l'ouvrir. 3 jours plus tard, un autre, puis encore un. J'ai créé un filtre, tout ce qui venait de son adresse allait directement à la corbeille. Puis Élodie a tenté un message sur Facebook. Julien est parti. Il s'est fiancé avec une autre. Léa a beaucoup de mal, elle a des problèmes au collège. Elle a besoin de son père. S'il te plaît, parle-lui. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai bloqué le compte. Elle a essayé Instagram, bloqué. Elle a envoyé un message par l'intermédiaire de ma mère. J'ai dit à ma mère que si elle voulait rester dans ma vie, elle devait arrêter de jouer les messagères. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement du soulagement. J'avais reconstruit ma vie sans elle, nouvelle ville, nouvelle carrière, nouvelle routine. Je faisais du sport, j'avais un petit cercle d'amis qui me connaissaient comme le gars qui bosse dur et ne parle jamais de son ex. Je m'étais mis à l'ébénisterie, j'avais appris à cuisiner autre chose que des pâtes. Chaque année, pour mon anniversaire, je m'offrais un dîner dans un grand restaurant. Je commandais exactement ce que je voulais et je levais mon verre à la vie que j'avais bâtie. Pas d'amertume, pas de fantasme de vengeance, juste la paix. Mais le mois dernier, Lefebvre m'a appelé. Vous avez reçu une lettre de Léa à mon cabinet. Jetez-la. Elle est marquée urgente, elle est passée par des canaux légaux, je suis obligé de vous la transmettre. Elle est arrivée 3 jours plus tard. Une enveloppe épaisse avec l'écriture de Léa. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Elle est restée sur mon comptoir pendant 1 semaine. Ma compagne actuelle, Audrey, avec qui je suis depuis 5 mois, m'a posé des questions. Je lui ai raconté les grandes lignes, divorce, trahison, la fille qui choisit sa mère. Tu vas la lire, m'a-t-elle demandé. J'ai pris l'enveloppe. Léa aurait 14 ans maintenant, elle serait en seconde. Assez grande pour comprendre les conséquences, pour comprendre que les actes ont un poids. Qu'est-ce que tu vas faire, a demandé Audrey. J'ai regardé la lettre, puis j'ai regardé Audrey. C'est déjà fait. J'ai jeté la lettre ce soir-là. Je ne l'ai pas ouverte, je ne l'ai pas lue. Je l'ai mise directement dans la poubelle extérieure. Audrey m'observait depuis la fenêtre de la cuisine. Quand je suis rentré, elle n'a pas posé de questions. Elle a juste servi 2 verres de vin et nous avons continué notre soirée. C'est ça, recommencer à zéro, on décide de ce qui reste dans notre vie et de ce qui en sort. On choisit les ponts que l'on reconstruit et ceux que l'on laisse brûler jusqu'aux fondations. J'ai choisi de laisser brûler. J'ai 40 ans maintenant. Léa en a 16, je suppose. Je ne compte plus. Je dirige une équipe de 11 ingénieurs. On vient de terminer un échangeur autoroutier qui fait gagner 20 minutes à 30 000 personnes. Mon patron veut que je prenne la direction de la région Nord l'an prochain. Je vais sûrement dire oui. J'ai acheté une maison l'an dernier, rien d'immense, mais c'est la mienne. 3 chambres, un bureau, et un atelier dans le garage. Audrey et moi sommes fiancés, nous nous marions au printemps prochain. Elle est kinésithérapeute et ne m'a jamais demandé de me justifier. Elle connaît l'histoire, elle sait que j'ai une fille quelque part à qui je ne parle plus. Elle n'a jamais insisté. C'est comme ça que je sais qu'elle est différente. J'entends encore des choses par-ci par-là. Un ami commun m'a dit qu'Élodie travaillait comme remplaçante maintenant, dans un autre secteur, avec un salaire bien moindre. Léa ne va pas très bien. Ma mère m'a laissé échapper qu'elle était en thérapie depuis 1 an, problème de colère, de confiance. Le grand classique pour une gamine dont le monde a implosé parce que sa mère n'a pas su se tenir. Je n'ai pas demandé de détails. Julien s'est marié avec la femme pour qui il a quitté Élodie. Ils attendent un enfant. Lui et Élodie ne se parlent plus. Il ne se souvient probablement même plus que Léa existe. C'est drôle comme ça marche. On me demande parfois si je regrette d'être parti, d'avoir tout brûlé au lieu d'essayer de sauver les meubles. Non.
Léa était assez grande pour savoir ce qu'elle disait quand elle a dit à Julien qu'elle voulait qu'il soit son père. Assez grande pour comprendre qu'elle choisissait un camp. Assez grande pour participer à la trahison de sa mère en trouvant ça normal. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, une vie sans moi. Elle a sa mère, sa thérapeute, et les quelques membres de la famille qui supportent encore le désordre d'Élodie. Ce qu'elle n'a pas, c'est un père qui fait semblant d'être une famille un week-end sur deux, un père qu'elle traiterait comme une obligation jusqu'à ses 18 ans. Je ne suis pas ce genre d'homme. Je suis celui qui est parti quand rester l'aurait détruit. Celui qui a choisi le respect de soi plutôt que le sentimentalisme. Celui qui a rebâti sa vie parce que l'ancienne était pourrie de l'intérieur. Et ça me va très bien. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. 40 ans. Audrey a demandé si je voulais une fête, j'ai dit non, juste un dîner. On est allé dans un restaurant gastronomique. On a partagé une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ma première voiture. On a parlé du mariage, on a ri de ses parents qui demandaient déjà quand on aurait des enfants. Au dessert, elle a levé son verre, à toi. À nous, ai-je corrigé. On a trinqué. J'ai regardé cette femme en face de moi, cette personne qui a choisi d'être là, sans bagage, sans trahison, sans venin. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la gratitude. Pas pour le divorce, pas pour la douleur, mais pour le cadeau que cette vidéo m'a fait il y a 4 ans. Elle m'a montré la vérité. Elle m'a montré qui étaient les gens quand ils pensaient que je ne regardais pas. Elle m'a montré que je méritais mieux que d'être le plan B de quelqu'un. Élodie voulait que Julien soit le père, je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Chaque année, à mon anniversaire, je me souviens de ce que j'ai perdu. Et chaque année, je suis de plus en plus reconnaissant de ne plus être l'homme qui quémande des miettes auprès de gens qui ne l'ont jamais estimé. Elle voulait sa présence, je leur ai laissé, et j'ai pris ma liberté à la place. C'est le meilleur échange que j'ai jamais fait. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Passez une excellente journée.